Hey, je commence par vous souhaiter une merveilleuse année 2022 et moi je suis là aujourd'hui pour vous parler de mes réceptions et lectures du mois de fin novembre, décembre et un tout petit peu le début de janvier, en espérant que je puisse rattraper tout mon retard au niveau des lectures presse le mois prochain, puisqu'il me manque toujours des tomes pour terminer les mangas que j'ai reçus. Enfin bref, c'est une boucle sans fin. Aujourd'hui, je vais surtout m'attarder sur les nouveautés mangas des différentes maisons d'édition et je vais très vite passer sur les réceptions au niveau des suites, puisque ce sont toujours les mêmes choses que je reçois et je pense que ce n'est pas très intéressant pour vous d'avoir un aperçu détaillé de mon avis. Un aperçu détaillé, ça va pas du tout. Bref, je pense que juste un petit aperçu de mon avis sur le tome 17 d'un manga vous suffit. Je vais me décaler et on va commencer par la maison d'édition Château qui m'a envoyé le tome 1 de N-Rollback. Suite au suicide de sa sœur Yuka, victime de harcèlement, son frère Azaru, abattu par la nouvelle, fait la rencontre d'un ange. Celui-ci lui propose un marché, c'est-à-dire retourner dans le passé, dans une dimension où lui n'existe pas, et découvrir en fait ce qui a poussé Yuka au suicide. Et tout ceci dans un laps de temps de 3 mois. S'il trouve la personne responsable de son suicide, eh bien ça amènera à la résurrection de Yuka. Mais rien ne se fait vraiment en contrepartie, puisque à chaque erreur, c'est-à-dire à chaque fois qu'il va désigner une personne mais que cette personne ne sera pas responsable du suicide de Yuka, il perdra un petit peu d'espérance de vie à chaque fois et va revenir en arrière, c'est-à-dire que ça fait un reset. On a donc une véritable chasse aux criminels. J'ai adoré le manga pour plein de raisons évidentes. Déjà, les dessins sont incroyables et extrêmement expressifs et on se pose plein de questions tout au long du manga. Déjà, on s'interroge sur qui est la personne responsable du harcèlement de Yuka. D'ailleurs, j'ai un petit peu peur parce que j'ai peur que ce soit son frère en fait le responsable de sa mort, puisqu'il n'y a rien d'évident au final. Enfin si, il y a des personnes évidentes, mais elles sont désignées très vite et au final, une fois qu'elles sont désignées en tant que coupables, et ben Azaru perd de l'espérance de vie. Donc on sait que ce ne sont pas ces personnes-là. Pourtant, t'as envie de te dire, c'est forcément ces personnes-là, parce que vu ce qu'elle a vécu Yuka, mais c'est terrible, c'est terrible. Donc déjà, j'ai adoré le manga aussi par la thématique, c'est-à-dire le harcèlement, puisque elle en vit tout au long du tome. Il y a quand même une violence assez inouïe, qu'elle soit physique ou psychologique. On se rend compte que Yuka était extrêmement seule face à cette situation de harcèlement. Donc c'est un manga qui est extrêmement touchant, mais assez difficile à lire quand on a vécu soi-même du harcèlement. Et une petite question aussi que je me pose, est-ce que en fait la vie de sa sœur a plus de valeur que sa propre vie? Parce que s'il fait beaucoup d'erreurs, au final il va perdre beaucoup d'espérance de vie et donc peut-être mourir. On ne sait pas vraiment quelle est son espérance de vie, ça peut être très bien 90 ans, 60 ans, 50 ans, donc il sait pas en fait quand la machine va s'arrêter. C'est un excellent manga que je vous recommande, mais à 3000%, donc vous pouvez foncer les yeux fermés. On continue avec la maison d'édition H2T qui m'a envoyé le tome 1 de Flowers for Vincent. C'est dur à dire ça, Flowers for Vincent. C'est une petite série en 2 tomes, donc là c'est le tome 1 et il me semble que le tome 2 va sortir courant 2022. On va suivre une élève de terminale qui s'appelle Iris et qui est très peu motivée à aller en classe. Depuis que l'état de santé de sa grand-mère s'est vraiment beaucoup dégradé, donc sa grand-mère est à l'hôpital, Iris n'a pas vraiment la tête à aller en cours et donc elle manque tout le temps les cours. Lorsqu'elle se perdait dans ses pensées lors d'une petite balade en ville, elle est attirée par un doux parfum. C'est un parfum familier qui la conduit vers une petite boutique de fleurs. Elle décide d'y entrer tout simplement pour offrir un beau bouquet à sa grand-mère. Elle fait alors la connaissance de Vincent qui est le nouveau fleuriste qui a pris le relais suite au décès de l'ancien propriétaire. Intriguée par ce garçon avenant et réservé, Iris entend parler d'une étrange légende liée à la boutique et de l'aura mystique qui entoure le maître de ces lieux. On commence toujours par les dessins, donc les dessins sont extrêmement délicats. Moi j'aime bien, ça marche bien sur moi. J'aurais aimé que de temps en temps au niveau des moments un peu plus dramatiques ou d'action, que les traits soient un peu plus durs, un peu plus marqués et donc que ça nous fasse plus ressentir les émotions. Mais c'est très doux et ça va bien avec le contexte de l'œuvre. On est clairement sur un manga de romance, de fantasy, mais on le sent à plein nez que c'est extrêmement dramatique. Déjà, vous vous en doutez, avec la grand-mère qui est malade, on ne part pas sur de bonnes bases pour quelque chose de joyeux. On sent que les 2 personnages principaux sont liés par le destin, qui sont complètement liés l'un à l'autre, pardon. Je pense que Iris n'en est pas vraiment consciente, voire pas du tout. Elle sait que tout ça c'est familier, elle ressent des choses,
mais on sait qu'il y a uniquement Vincent qui est au courant de toute l'histoire. Le premier tome est assez lent, on va pas se mentir, mais il pose les bases, il y a quand même 2-3 actions, on comprend certaines choses, pas tout, heureusement il reste du suspense pour le tome 2, mais je pense que c'est vraiment parfait que le dénouement final soit dans le tome 2. Enfin voilà, en tout cas, moi j'ai bien aimé. C'est, je pense, plus destiné à un public féminin, on va pas se mentir. Et puis, moi je vous le conseille, franchement je vous le conseille parce que c'est une histoire tout à fait charmante. On passe à la maison d'édition Ototo qui m'a envoyé un one-shot. Donc c'est le titre Je ne suis pas née dans le bon corps, récit de mon changement de sexe. On va donc suivre l'autrice Mafuyu Konishi qui est née femme dans un corps d'homme et c'est une sorte d'autobiographie, c'est carrément une autobiographie sur tout son parcours lorsqu'elle est allée en Thaïlande pour sa reconstruction sexuelle. C'est-à-dire qu'elle va tout simplement faire un changement de sexe. C'est un manga qui est complètement destiné aux personnes trans, mais notamment je pense surtout à un public qui ne connaît rien comme moi. Personnellement je ne savais pas du tout comment se passait une reconstruction sexuelle. Du moins je connaissais un peu comment se passait l'opération, mais j'avais aucune idée de la souffrance que ça pouvait amener par la suite. Et surtout de toutes les étapes en fait qui sont autour de cette reconstruction sexuelle. Il n'y a pas que l'opération, il y a vraiment un entraînement, je dirais, entre grosses guillemets, pour espérer avoir un sexe féminin bien fait. J'ai pas trop les termes en fait pour parler de ça. Mais en gros, pour que l'opération soit optimale, il y a plein de choses à respecter et je pense que ce manga ça en montre une grosse partie. Du moins la première semaine, voire les semaines à venir juste après l'opération. Je pense que ça montre quand même une bonne partie de tout ce qu'il faut faire, de tout ce qu'il y a, toutes les conséquences qu'il peut y avoir lors d'une reconstruction sexuelle. C'est un manga, je dirais, déjà très très drôle. Il y a beaucoup d'humour là-dedans, il y a une autodérision absolument incroyable et à la fois on sent le côté dramatique, la détresse de cette personne lorsqu'elle a été seule en Thaïlande, enfin seule. Elle n'a pas vraiment été seule puisqu'elle a été accompagnée d'accompagnateurs spécialisés là-dedans, mais cette japonaise n'a pas été accompagnée notamment de ses proches. Donc on sent cette solitude, cette détresse face à cette reconstruction qui était extrêmement éprouvante et difficile. Je me sens beaucoup plus informée par rapport à cette opération, mais aussi tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'il y a autour. Donc très très bien. On continue avec Mao qui m'a envoyé Berserk of Gluttony, donc le tome 1. On est dans un monde avec deux castes, on va dire. Il y a les élus et les déshérités. Ce qui les sépare, c'est les compétences que Dieu leur accorde. On a les personnes, donc les élus, qui ont des compétences puissantes. Ces compétences puissantes vont leur permettre de tuer des monstres, de monter en niveau et donc de réussir leur vie. Tandis que les personnes qui ont des compétences inutiles ou très faibles vont être les crève-la-faim. Donc c'est un monde où les compétences font absolument tout. On va suivre Fate Graphite qui a l'une des plus inutiles, c'est-à-dire la gloutonnerie. Un pouvoir qui agit comme une malédiction puisqu'elle lui procure une faim insatiable. Donc il a vraiment tout le temps faim. Un jour, alors qu'il exerce son métier de garde du château, il va se retrouver dans une embuscade et va devoir intercepter et tuer un voleur. C'est alors que sa compétence gloutonnerie s'active et dévore l'âme du voleur. Désormais capable d'ajouter les statistiques de ses victimes aux siennes, Fate se lance dans une quête de puissance pour protéger celle qu'il aime, c'est-à-dire une des gardiennes du château, qui est elle, une élue. Mais tout pouvoir a un coût, et la lutte pour ne pas sombrer dans la folie sera longue. Pourquoi on parle de folie? Si au début la gloutonnerie était très facile entre guillemets à gérer, je veux dire il avait la dalle tout le temps, mais c'était une dalle contrôlable. Une fois qu'il a commencé à dévorer les âmes des gens, donc c'est-à-dire soit des tueurs, des voleurs, soit des monstres, et surtout des monstres, la faim va s'amplifier. C'est-à-dire que sa faim sera de plus en plus difficile à satisfaire. Il va donc devoir tuer de plus en plus de monde pour être un minimum calé. Et si l'envie lui prend de faire un petit régime, ce que on ne lui conseille pas, il sombre dans une folie meurtrière qui va peut-être un jour le pousser à tuer n'importe qui dans la rue, c'est-à-dire la première âme qui passe, monstre, humain, enfant, femme, il la prendra. C'est donc un pouvoir extrêmement puissant, c'est une compétence absolument dingue, mais c'est une vraie malédiction puisque c'est un pouvoir qui n'est pas réellement contrôlable au final. Je vais pas vous le cacher, le manga il est absolument génial, j'ai dévoré le tome en moins de 20 minutes je pense tellement j'ai adoré, j'avais la dalle clairement de ce tome là. Le fait qu'il accumule en fait les compétences de ses ennemis, enfin des âmes qu'il dévore, monstres humains, je trouve ça super intéressant parce qu'il peut vraiment se faire un petit build entre guillemets de compétences de malade. Par contre j'ai effectivement hâte de voir comment ça va se terminer, comment
il va pouvoir gérer cette fin au fur et à mesure? Est-ce qu'à un moment donné, il sera toujours en folie meurtrière tellement sa fin va grandir à force de tuer des monstres et des humains peut-être? Ou est-ce qu'il va quand même arriver à se contrôler? Les dessins sont géniaux, les expressions sont très bien gérées. L'univers, il est incroyable. Je pensais pas que ça pourrait me plaire autant parce que je trouvais ça assez basique par rapport au résumé. Mais je vous jure que ça paye pas de mine, mais c'est génial. Donc vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés, franchement faites-moi confiance et allez lire. Ensuite je vais passer assez rapidement, mais j'ai eu quelques suites. Donc on va commencer par Teifu Comics qui m'a envoyé le tome 2 de Luminous Blue, qui est un Yuri. Et franchement c'est le meilleur Yuri, en tout cas il est en 2 tomes, donc voilà. Mais c'est le meilleur Yuri que j'ai lu jusqu'à présent, j'en ai pas lu des masses, je suis plus calée yaoi en général. Mais c'est clairement le meilleur Yuri que j'ai pu lire jusqu'à présent. Il est très doux, il est génial, très émotif, très ouvert d'esprit, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a Kaze qui m'a envoyé donc la fin de Agent of My Heart, donc le tome 3 et 4. J'avais un meilleur a priori avec le tome 3, par contre le tome 4 m'a quand même un peu déçu, donc en général je suis désolée de le dire mais c'est une série qui m'a déçue. Genre il se passe pas non plus grand chose et je trouve ça un peu cliché. Ensuite on a Doki Doki qui m'a envoyé le tome 2 bien sûr, le tome 8 de Talentless qui est génial, vraiment, rien à dire. Je ne regarderai pas l'anime parce que j'ai pas envie de me spoiler ou aller plus loin avec l'anime que va le manga, enfin bref. Si au début j'avais un a priori de merde là-dessus parce que j'accrochais pas au premier tome, jusqu'au 4ème tome j'ai pas trop accroché, incroyable. Ensuite nous avons le tome 9 de Jardin Secret qui m'a été envoyé par Kana. Pareil, shoujo incroyable, franchement je reçois que des pépites en ce moment, c'est des mangas que j'adore. On va continuer ensuite avec la maison d'édition, enfin surtout pour finir avec la maison d'édition qui m'a envoyé le plus de tomes, c'est la maison d'édition Pika. Franchement, il me régale. On va commencer par une mi-nouveauté, mi-ancienneté. Il s'agit du premier tome de Mew Mew Power, enfin Tokyo Mew Mew. Il s'agit effectivement d'une réédition. J'ai déjà la série complète avec la première édition, mais j'avais hâte de lire cette réédition avec de nouvelles traductions, planches, etc. Si vous êtes un tantinet attiré par les Magical Girls, ça fait partie des classiques du Magical Girl, où on se laisse complètement aspirer par l'univers. Je trouve d'ailleurs que c'est un des Magical Girls le mieux foutu au niveau de l'univers et au niveau des pouvoirs et tout, la diversité des personnages. Personnellement j'ai beaucoup aimé et je vous incite même à regarder l'anime qui est aussi vraiment génial pour le coup. Je continue avec une nouveauté, il s'agit du tome 1 de Miss Fantasme. Alors on va suivre June qui est une fille de 21 ans, qui est attachante, séduisante. Le problème, c'est que c'est la seule à ne pas être au courant qu'elle a un charme et un chien, elle dégage du chien de ouf. Et contrairement aux apparences, elle n'a aucune expérience avec les hommes. On a l'impression que c'est une allumeuse entre guillemets, une nana qui enchaîne les mecs, pas du tout. Et cerise sur le gâteau, June a tendance à se réfugier dans beaucoup de gros fantasmes, aux grandes dames de sa sœur aînée qui la pousse à vivre pleinement ses désirs. Genre des fois, la nana va discuter avec un mec et d'un coup, elle va switcher et elle va s'imaginer un scénario ultra hot avec n'importe quel mec. Enfin, il suffit qu'il soit un minimum séduisant et elle va s'imaginer des trucs de fou. Sauf que du coup, elle va rencontrer Kano. C'est un client ultra sexy rencontré dans son magasin. Et je pense, enfin du moins c'est complètement obvious, qui va lui faire goûter enfin au plaisir de la sensualité. Alors c'est un manga qui a du gros potentiel de ouf. Le seul truc qui a un peu gâché ma lecture, c'est que justement il y a trop de fantasmes, il y a trop d'imagination. Alors on pourrait me dire oui mais c'est pas un défaut, au contraire c'est le but du manga. Le problème je trouve que c'est que ces fantasmes ils entachent trop sur le scénario, c'est-à-dire que du coup il se passe pas grand chose au final dans le manga. On a presque que des fantasmes et à chaque fois qu'on se dit wow dis donc il se passe un truc et tout, même un truc complètement réaliste, même si ça reste un fantasme c'est quand même réaliste, et ben non, c'est tout le temps dans sa tête en fait. Genre elle switch, elle fait hey merde j'ai été encore en train de fantasmer et de rêver. Mais c'est un gros potentiel, je pense que dans le tome 2 ça peut être ultra sympa. En espérant quand même qu'il se passe réellement quelque chose, et je pense que justement le Kano il montre clairement, alors pas en face d'elle mais qu'il est vachement intéressé au final, il se dit ça peut être drôle tu vois. Donc j'espère que dans le tome 2 ça va un petit peu s'accélérer, ou alors qu'il va y avoir moins d'imagination parce que bon, un peu too much. On continue avec le tome 1 de Trèfle. Alors là aussi c'est une réédition, enfin si je dis pas de bêtises mais vu le style du manga je pense que c'est une réédition. C'est un manga en 2 tomes. Alors on va suivre Kazuhiko qui est un ancien officier des services secrets et qui est chargé par le général Ko d'escorter une étrange jeune fille jusqu'à un lieu secret que la jeune fille, donc Sue elle s'appelle la jeune fille,
est la seule à connaître, c'est-à-dire qu'il ne sait pas vraiment la destination. Mais l'armée d'Azlit, un pays ennemi, convoie cet enfant qui semble détenir des secrets d'état primordiaux. Alors on découvre les secrets d'état primordiaux dans le tome 1, c'est quelque chose de très dramatique, je vous préviens d'avance. C'est une œuvre de science-fiction qui est considérée comme très audacieuse et je suis assez d'accord avec l'idée puisqu'on nous met directement dans l'univers, il n'y a aucune explication dès le début, les explications sont d'ailleurs vachement vers la fin. Moi je me suis sentie un petit peu perdue lors de ma lecture parce que je suis vachement habituée à ce qu'on m'assiste entre guillemets dans ma lecture, c'est-à-dire qu'on m'explique un minimum les bases assez rapidement, pas forcément tout au début mais milieu du manga, j'aime bien qu'on m'explique un petit peu l'univers, qu'est-ce qui se passe dans ce monde, quelles sont les lois, quelles sont ces créatures, etc. C'est pas du tout le cas dans ce manga là, on apprend un tout petit peu d'informations, juste de quoi comprendre un minimum l'histoire, mais tout est expliqué, ou du moins une grosse partie est expliquée à la fin du manga. Il y a un petit style cyberpunk que j'aime beaucoup. Le graphisme est assez audacieux et original pour le coup. J'ai jamais vu un manga illustré de cette manière. C'est très coupé, c'est très minimaliste, c'est très petit, c'est plein de petites cases en fait, vous avez rarement vous avez pas du tout en fait de grosses pages immenses, entièrement illustrées, c'est vraiment plein de petites cases et ce qui fait que la lecture est vachement fluide, c'est un gros pavé mais c'est très fluide à lire. La couverture d'ailleurs est absolument incroyable, genre ça brille de mille feux, j'adore. Je pense que je vais quand même finir avec le tome 2 et vous dire mon avis final parce que j'ai pas du tout accroché au début du tome 1, j'ai pas du tout accroché parce que justement je trouve que c'était pas très bien expliqué et j'avais du mal à comprendre, mais au final une fois que j'ai lu le tome 1 en entier, potentiel. On continue avec une nouveauté, donc le tome 1 de Criminel Fiançailles. Yoshino, petite fille du boss du plus grand clan de Yakuza d'Osaka, a été élevée au cœur de la paix. Une éducation qui lui a mis du plomb dans la tête mais qui ne l'a pas empêché de mener une vie paisible et plutôt normale. Jusqu'au jour où son grand-père décide de la fiancer avec le très avenant Kirishima, petit-fils d'un puissant clan rival tokyoïste en vue d'unir les deux familles. Embarqué dans ses fiançailles arrangées, Yoshino accepte d'aller vivre à Tokyo et de finir ses études là-bas, enfin ses études, elle est au lycée, afin d'apprendre à le connaître et sans se douter que cet individu dissimule derrière son sourire une personnalité très spéciale. Alors les dessins par contre, je suis peut-être un peu moins séduite par le style en tout cas des dessins. Je trouve les personnages pas très beaux et à la fois c'est super détaillé à certains moments et je trouve ça magnifique. En fait, l'auteur, ou du moins la personne qui a dessiné, gère incroyablement bien les expressions, les ambiances, les drames, tu vois, c'est vraiment très expressif. C'est très drôle, il y a beaucoup de touches d'humour et de what the fuck. Et ce côté justement what the fuck décalé, humoristique, contraste ultra fort avec le côté gore et violent du manga. Il faut pas oublier que c'est un manga avec un contexte de yakuza, de mafieux, donc c'est très violent, il y a des scènes quand même vachement trash, et même au niveau des paroles, des fois c'est extrêmement trash. Comme vous vous en doutez, le fameux Kirishima est complètement barjot, en fait, derrière son sourire c'est... J'ai beaucoup apprécié le fait que Yoshino soit vraiment une femme forte, qu'elle arrive à faire face à cette situation. Effectivement, le fait qu'elle ait vécu dans une famille de yakuza, ça lui a mis du plomb dans la tête. Elle va faire face à certaines situations de manière complètement what the fuck et imprévue, mais c'est ça qui donne de la force à l'œuvre. Quant à Kirishima, il va vite montrer son visage d'un homme complètement fou et violent, légèrement sadomasochiste, qui va avoir au début du dégoût envers Yoshino, mais qui va vite retourner sa veste suite à un événement justement complètement imprévu de la part de Yoshino, que je vous laisse découvrir dans le manga parce que je vais pas tout vous spoiler non plus. En tout cas, je pensais pas que cette lecture me plairait autant, c'est le cas, je vous la conseille. On va continuer avec la dernière nouveauté vraiment que j'ai à vous présenter. J'ai reçu le tome 1 et aussi le tome 2 un petit peu après de Denjin N. Donc le tome 1, je vais vous lire le résumé en tout cas. Nazu, loser notoire vivant chez sa mère alcoolique, travaille comme véritable larbin dans une petite supérette. Son seul plaisir dans la vie est d'encourager Misaki, petite idole d'un groupe sans grand succès, à travers son casque de réalité virtuelle. Mais à la suite d'un accident aussi tragique qu'extraordinaire, il se retrouve capable de posséder n'importe quel système N, donc c'est comme ça qu'il se définit, avec un N, décide d'utiliser ce pouvoir afin d'éliminer tous ceux qui seront sur le chemin de Misaki. La police fait alors appel à 2 frères médiums pour traquer ce tueur en série omnipotent. C'est une série qui est en 4 tomes. Alors je peux vous dire que du coup, suite à ma lecture des 2 premiers tomes, c'est une lecture complètement incroyable, complètement originale. Je pensais pas non plus kiffer autant.
C'est quelque chose de très très gore par contre, je vous préviens, c'est vraiment pas pour les âmes sensibles parce qu'il y a des scènes extrêmement violentes et choquantes. C'est pas vraiment un spoil, mais Nazu va assassiner plusieurs personnes, tous ceux qui se mettront sur le chemin de Misaki, ceux qui vont la critiquer, qui vont la descendre, que ce soit publiquement ou dans la sphère privée, il va les assassiner mais de manière horrible. Vraiment, dites-vous qu'il contrôle tous les appareils électriques. C'est-à-dire que par exemple il y a une personne qui va décéder parce que son portail, c'est un espèce de rideau métallique, vous savez, de magasin, le rideau va se refermer sur lui. Au lieu d'aider Misaki, Nazu va plonger celle-ci dans une horreur absolue. Elle se sent, en fait au début elle se sent chanceuse parce que oh bah le feu il passe au vert quand je passe, etc. Ouais, au début c'est rigolo, mais quand elle va faire le lien entre tous les meurtres qui se produisent autour d'elle, qui sont liés, on va dire, à elle, quand elle va faire le lien justement que c'est à cause d'elle, qu'il y a quelque chose qui la traque, qui la regarde, qui l'observe, mais elle va être plongée dans un cauchemar, enfin, c'est horrible. Et justement, je trouve que le fait d'être observée, justement, le fait d'être traquée, c'est un peu du voyeurisme au final, c'est vachement représenté par les couvertures avec les yeux. Et je trouve ça trop cool justement que les détails, enfin bref, de l'œuvre sont incroyables. Les dessins sont... Si vous avez lu Starving Anonymous, c'est exactement le même auteur et c'est incroyable, les détails, la précision anatomique, c'est ça aussi qui fait que c'est vachement horrible techniquement, c'est parce que c'est très précis anatomiquement parlant. Ça prend une tournure que je n'aurais pas pensé dans le tome 2 d'ailleurs. Franchement, foncez, c'est une œuvre tellement incroyable. On va passer aux suites que m'a envoyé Pika. Donc il y a eu pas mal de petites choses. Il y a d'abord eu le tome 4 pardon, de Dragonhead. Donc là j'ai l'avant-dernier tome puisque c'est fini en 5 tomes. Toujours une œuvre aussi incroyable, vraiment j'adore trop, c'est vraiment un classique, mais bon voilà. Ensuite nous avons les tomes, alors ça je crois que je l'avais déjà reçu le mois dernier mais je l'avais pas lu. Donc les tomes 15 et 16 de To Your Eternity. Incroyable. Ensuite le tome 9 de l'Atelier des Sorciers. Incroyable. Ensuite le tome 10 de Shibuya Elle. Incroyable. Et enfin Sacred Beast, une série, j'en entends pas du tout parler et pourtant je l'adore. Enfin franchement il faut en parler de cette série, elle est tellement poignante, elle est tellement incroyable, mais allez la lire. En tout cas voilà, je vous ai tout présenté pour ce qui est de toutes ces lectures. Je pense que j'ai pas chômé ce mois-ci. Voilà, en tout cas moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et puis